grande course du monde se déroule en été. Et pourtant, depuis quelques années, l'histoire du cyclisme se joue au printemps, sur d'autres courses, là où le grand public laisse place aux puristes, et où 5 trésors sacrés tentent de résister. 5 courses, 5 Horcruxes supposés impossibles à collecter tant ils exigent des qualités différentes pour s'en emparer. On les appelle les monuments. Et depuis 50 ans, ils ont survécu à tous ceux qui ont voulu les dominer. Mais ils sont en train de vaciller, car un homme s'est mis en tête de les conquérir, un à un, méthodiquement, pour réaliser ce que plus personne ne pensait faisable en vélo, remporter toutes les courses majeures de son sport. Vous le connaissez tous, il s'appelle Tadej Pogačar, et pendant longtemps, on pensait l'avoir cerné, un phénomène des courses à étapes taillées pour la montagne et les 3 semaines d'efforts. Sauf qu'il a décidé que ça ne lui suffisait plus. Et depuis, il gagne tout, absolument tout, et rien ne semble lui résister. Enfin, rien, sauf ses monuments, parce qu'un autre coureur s'est mis en tête de les défendre férocement. Un coureur qui se fiche éperdument d'être le meilleur, mais qui refuse absolument de perdre. Un coureur qui devrait être le héros indiscutable du cyclisme, mais qui se retrouve pourtant si souvent dans la position de l'antagoniste. C'est le grand combat du cyclisme moderne, celui d'un mutant aux ambitions hégémoniques, face à un seigneur qui tente, désespérément, de protéger son royaume et nos monuments. Et je peux vous dire que j'en ai écrit des versions du script. Et pour vous concocter la meilleure histoire possible, je dois vous avouer que j'ai fait appel au sponsor de la vidéo, Mammouth AI. Alors, attendez, je vous rassure, c'est pas eux qui ont écrit mon histoire, mais je vais vous expliquer comment ils m'ont aidé. En 2 mots, Mammouth, c'est une boîte française qui réunit toutes les meilleures IA en une seule interface, pour 10 € par mois. Et pour que ce petit encart vous serve aussi à quelque chose, je vais vous expliquer comment je l'utilise pour m'aider dans mes vidéos. J'avais pris l'habitude d'envoyer mes scripts à ma mère sur mes premières vidéos, mais je pense que ça l'a saoulé un peu. Et en plus, bon, elle y connaît rien en sport. Donc maintenant, entre autres, je m'aide de l'IA. Pas pour qu'elle m'écrive un texte, ça serait catastrophique, mais pour qu'elle me critique, qu'elle me dise quand un passage est trop long, quand je manque de pédagogie. Pour moi, c'est comme un premier lecteur, dispo à 3 h du matin, pile quand je suis productif, et qui peut mettre le doigt sur ce qui coince. Et après, dans tous les cas, c'est moi qui tranche. Toujours. Et du coup, avec Mammouth AI, je peux avoir 3, 4 ou 5 correcteurs, avec des visions différentes. Et puis après, moi je choisis. C'est pratique. Je vous mets le lien en description, mammouth.ai, et on peut revenir à notre vidéo, parce qu'une grande histoire nous attend. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La première particularité de ces monuments, c'est que ce sont des classiques. Et qu'est-ce qu'une classique ? Très simplement, c'est une course d'un jour, ce qui la rend d'autant plus incertaine et excitante. Des classiques, il y en a des dizaines et des dizaines, mais seulement 5 sont classés comme monuments. On les appelle comme ça car elles valent plus que les autres, parce qu'elles sont plus dures, plus âpres, plus populaires, mais surtout parce qu'elles ont façonné depuis leur création l'histoire et la culture du cyclisme. C'est ça surtout les monuments. 5 fêtes populaires déguisées en enfer. Milan-San Remo, une course d'endurance, 300 km le long de la côte italienne. Le Tour des Flandres, avec ses monts et ses pavés. Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, de la boue et encore des pavés, mais là en très très mauvais état. Liège-Bastogne-Liège et ses côtes longues qui s'enchaînent inlassablement. Et puis le Tour de Lombardie en fin de saison. Des ascensions rudes et légendaires entre Comme et Bergame. En fait, c'est des courses radicalement différentes. Certaines sont historiquement destinées aux sprinteurs, d'autres aux punchers ou aux grimpeurs. Et si vous n'avez pas le profil, vous ne pourrez pas faire de miracle. Pour remporter Liège et le Tour de Lombardie, il faut être puissant et léger pour passer les cols. Pour les 3 autres, il faut être musculeux et rapide pour décrocher ses adversaires à la pédale. Et c'est donc cette équation impossible qui empêche, sur le papier, n'importe quel coureur de dominer sur l'entièreté d'une saison. Juste un petit chiffre. Sur les 40 dernières années, un seul a réussi à remporter un monument et le Tour dans la même année. Et le seul, c'est lui. L'anomalie. Et dès le début de sa carrière, il a fait du Tour de Lombardie et de Liège sa propriété. Alors oui, c'est des courses avec des cols, donc pourquoi pas. Sauf qu'ensuite il a ambitionné de prendre les 3 autres, en commençant par la plus accessible pour lui, celle avec des bosses, ou plutôt des monts, le Tour des Flandres. Alors c'est en 2022 que ce monument devient sa cible. Sur le papier, les observateurs sont divisés. À ce moment-là, il est toujours vu comme un pur coureur de grand tour et de classiques de montagne. Il a déjà remporté 2 fois le Tour de France, mais avec ses 66 kilos, beaucoup doutent de sa capacité à encaisser les pavés, sans se faire secouer comme un prunier dans une course taillée pour les colosses. Malgré ça, son audace interpelle. Pogačar arrive sans pression, et rien ne semble vraiment l'effrayer, car il se sait fort, et surtout, parce qu'il sait que dans le Tour des Flandres,
eh ben il y a des monts. He is grinding everyone to dust. What a remarkable performance. Pogacar is so incredibly strong. This could go all the way and does not want to be overawed, but he is being at the moment. He goes over hunting for the gully, and Pogacar's trying to wind it up at the moment. Vous le voyez, un seul coureur résiste. Et mon histoire est bien faite puisque ce coureur, c'est mon héros. C'est notre héros. Celui que j'aime modestement appeler le maître des monuments. Son prénom c'est Mathieu. Mathieu parle français, mais Mathieu n'est pas français. Et pourtant du sang tricolore coule bien dans ses veines. Du sang qui vient de ce monsieur. Son grand-père, l'une des plus grandes légendes du cyclisme français. L'étendard de la Fédération française de la Loose. Raymond Poulidor. Un coureur courageux, populaire, aimé du public, 8 fois présent sur le podium du Tour de France, mais sans jamais porter une seule fois le maillot jaune. L'éternel second. Regardez cette vidéo, elle date de 2014. Vive la Paris signature. Ça va? Raymond a 78 ans. Ça va, et toi? Et il se promène sur les stands du Tour de France avec Mathieu, 19 ans. Voilà mon petit phénomène, futur vainqueur du Tour. Qu'est-ce que tu me ressembles? Et le petit monde du cyclisme l'a déjà compris, il est l'héritier. Est-ce que vous pouvez décrire le talent de Mathieu? Je crois qu'il est plus fort que le papy et plus fort que le papa. Alors c'est peu dire. Il est bon, il grimpe bien, il va vite au sprint, il a peur de rien. C'est un futur très grand, je pense. Mais moi, en simple spectateur, j'ai découvert son nom le 27 juin 2021, lors de la deuxième étape du Tour de France. Et Van Der Poel qui attaque. Allez, Mathieu Van Der Poel qui attaque tout de suite. Un tour de l'arrivée. Ouais, le pétard de Mathieu Van Der Poel. Ah ouais, moi je rigole parce que il est imprévisible ce coup. Sonny Colbrelli à 900 mètres de l'arrivée. Mais Mathieu Van Der Poel va prendre la roue du champion d'Italie. Allez, Mathieu Van Der Poel qui place une deuxième accélération. Est-ce que Sonny Colbrelli va pouvoir y aller? Il est fort. Il est parti Van Der Poel. Il est très fort, Mathieu Van Der Poel. Très très fort. Il a fait le break. Il va aller chercher l'étape et le jaune. Sa première étape sur le Tour de France. Pour sa première participation. Mathieu Van Der Poel, vainqueur à Mur de Bretagne. Mathieu Van Der Poel s'impose à Mur de Bretagne devant le tenant du titre du Tour de France. Mais surtout, il s'empare du maillot jaune, celui-là même qui aura toujours échappé à son grand-père, maintenant décédé. Who were you thinking of when you crossed the line? My granddad, of course. C'est un grand moment de l'histoire du cyclisme. C'est le genre d'histoire qui a participé à me faire aimer le Tour et le vélo de plus en plus chaque année. Ces histoires qui naissent de la richesse d'un sport et qui pourraient ressembler à des légendes familiales. Ces histoires qui traversent les générations, où des noms reviennent comme ça, comme si le destin avait décidé de continuer à écrire la même saga. En portant ce maillot, Mathieu a sûrement bouclé le chemin que son grand-père avait commencé. Mais il faut que je sois honnête avec vous. Le Tour de France n'est pas fait pour Mathieu Van Der Poel. Il a remporté l'étape, il portera le maillot jaune aussi, le lendemain, mais il ne gagnera pas le Tour de France. Ni cette année, ni la prochaine, ni les suivantes. En fait, Mathieu Van Der Poel ne remportera jamais la plus grande course du monde, celle que son grand-père convoitait tant. Alors il manque pas de qualité, mais comme je vous disais juste avant, il n'a simplement pas les bons atouts en main. Il possède bien le moteur d'un pur sang taillé pour la puissance brute, mais son gabarit devient un fardeau dès que la route s'élève vers les sommets alpins. Son métabolisme est conçu pour des efforts courts et violents, une physiologie aux antipodes de l'endurance monotone et calculée nécessaire pour tenir 3 semaines en haute montagne. Mais je vous rassure, Mathieu va briller, vous verrez. Seulement ce sera ailleurs. Nous sommes en 2020, à Audenard, à 500 mètres de l'arrivée du fameux Tour des Flandres. Oh, ça va être un sprint très court. Mathieu Van Der Poel qui est obligé de lancer parce que derrière, Wout van Aert a dégainé. Wout van Aert qui remonte Mathieu Van Der Poel. Le Belge qui fait l'effort mais qui ne passe pas pour l'instant. Avantage à Mathieu Van Der Poel jusqu'à la ligne. Ça va faire à la photo finish. À la photo finish entre les deux. Mathieu Van Der Poel qui succède à Adrie Van Der Poel, son papa. Premier monument pour Mathieu Van Der Poel qui s'impose aujourd'hui sur les routes du Tour des Flandres devant Wout van Aert. Ce jour-là, Mathieu entre enfin au panthéon du cyclisme. Un premier monument, le premier chapitre de sa propre légende. Et c'est pas un hasard si son histoire avec ses courses démarre au Tour des Flandres. Parce qu'il a 35 ans, son père Adrie Van Der Poel avait déjà remporté la course. Pour la première fois dans l'histoire du Tour des Flandres, un fils succède à son papa au palmarès. Ouais, dans les familles de cyclistes, il y a des héritages qui se transmettent par les gènes et d'autres qui se transmettent par les pavés. En fait, cette course unique en son genre lui correspond parfaitement. Et pour comprendre pourquoi, je vous emmène à Kaplen, là où est né Mathieu, en Belgique. Et en voyant le relief, vous comprenez que Mathieu ne s'est pas formé dans les plus grands sommets alpins, mais dans la boue.
loin du tumulte des foules estivales. C'est carrément une discipline, on appelle ça du cyclocross. Et si vous la connaissez pas, sachez que c'est une sacrée école. La saison se déroule en hiver. Vous courez dans le froid, dans la boue, dans le sable. Il vous faut franchir des obstacles, porter votre vélo dans des escaliers et garder un contrôle parfait sur des terrains très glissants. Tout est fait pour récompenser les coureurs polyvalents, techniques et explosifs. C'est une discipline très appréciée des meilleurs cyclistes du monde. Et Van der Poel sur des terrains boueux, c'est presque trop facile. Le mouvement de ses hanches lui permet de placer le vélo sur les trajectoires les plus ambitieuses pour conserver une vitesse folle dans les virages serrés et les dévers. Et il a l'équilibre d'un funambule pour avancer sans tomber. Lorsque la plupart des coureurs descendent du vélo pour franchir les obstacles ou passer le sable, Mathieu Van der Poel est l'un des rares à rester sur son vélo. Et derrière, il a cette capacité folle à relancer violemment pour larguer ses adversaires. Du coup, il se bat pour la gagne dans toutes les catégories juniors, notamment face à celui qui deviendra son meilleur ennemi, le fameux Belge, Wout van Aert. Pendant des années, les deux s'affrontent dans toutes les flaques de boue du Benelux et s'amènent mutuellement dans leur dernier retranchement. Puis en élite, Van der Poel prend le dessus. Et depuis 2019, c'est un récital. 8 titres de champion du monde, plus que n'importe qui. Ah oui, et l'été, entre 2 saisons dans la boue, Van der Poel fait du VTT et du gravel. Parce que, pourquoi pas. Tout ça pour vous dire, quand Mathieu Van der Poel arrive sur route, là où se rassemble la crème de la crème du cyclisme mondial, le néerlandais a un style unique. Dès que la route devient technique, il n'a pas d'égal. Et surtout, il n'a peur de personne, surtout pas d'un Slovène. Retour dans les Flandres. Après sa victoire en 2020, on croirait revivre le même scénario un an plus tard. Van der Poel lâche Van Aert. Mais sur cette dernière ligne droite qui peut sembler interminable, un sprint est toujours hasardeux. Asgreen's coming alongside. Asgreen's there, but Van der Poel responds. It's Mano. He's going to have another. Oh, he hasn't got it. He's blown up at the very last. And Asgreen roars across the line. Unbelievable. At the very last, Mathieu Van der Poel blew. Alors en 2022, quand Van der Poel revient sur le monument, il a les crocs. Van Aert est forfait, malade. Alors il est le grand favori, accompagné donc d'un petit nouveau, pour la première fois, le Slovène Tadej Pogačar. It looks like it's just going to be a two-man race, and still Pogačar just turns the screw here. Van der Poel just staying with it for the time being, but he's hanging on. Tout le monde doutait de la capacité de Pogačar à gérer la course, et au final c'est bien lui qui attaque, et semble dominer dans les monts. On a rarement vu Mathieu Van der Poel se faire attaquer et souffrir comme ça sur son terrain. En tant que spectateur, c'est assez stupéfiant. On savait Pogačar fort sur les grandes ascensions, bien sûr, mais beaucoup découvrent là un potentiel jusqu'ici bien caché. La technique nécessaire au cyclisme sur pavé n'entame pas son coup de pédale. Mais l'écart ne se fait pas. Et une arrivée au sprint, surtout dans cette interminable ligne droite, peut toujours nous offrir des surprises. You can see the gaps come down, and that's because they've not been riding fully all the way in. Well, this is dangerous. 500 meters to go still. I have never seen anything like this. We've got groups all coming together. It could end up as a bunch sprint, for goodness sake. Somebody's going to have to break first, and it's Madouas. Madouas is coming through here, and Van der Poel at the very last. Is he going to get there? Yes, he does. But boy, did he have to work for it. And can you believe it? Tadej Pogačar finishes 4th. Oh my goodness. Van der Poel makes it. Pogačar est fort. Très fort même. Mais Pogačar a perdu. Là où il avait prévu de gagner. Et ça c'est rare. Et c'est toute la beauté de ces monuments. Et en particulier des Flandres. Il ne suffit pas d'être le meilleur pour l'emporter. Sauf que l'année suivante, quand il revient, la donne est différente. Entre temps, Van der Poel a passé l'hiver à souffrir du dos. Il arrive aux Flandres avec moins de rythme, moins de certitude. Il n'est plus aussi sûr de lui. Mais il reste fort. Attaque de Mathieu Van der Poel. Alors là, on s'y attendait peut-être pas ici. Et Wout van Aert est loin. Wout van Aert est loin. Est-ce que Wout van Aert n'est pas en train de sombrer à 28 km de l'arrivée? N'arrive pas à suivre. Mais quand arrive l'explication dans le vieux Quarmont, au même endroit que l'année passée, cette fois le néerlandais craque. Et ouais, mais Pogačar il y va tout de suite. Ouais, il est en train de le faire sauter. Hop, hop, hop. 2 mètres de perdu pour Mathieu Van der Poel. Ça fait 4 mètres maintenant. Et 5. Il le laisse à 10 mètres parce que sa toxine, il est à fond, Mathieu Van der Poel. Pogačar finit seul. Pas de sprint hasardeux. Une dernière ligne droite en forme de descente roulante vers le paradis. Tadej Pogačar qui a 24 ans va remporter son 4e monument. Il est le 3e à inscrire son nom au palmarès du Ronde 2 après avoir remporté le Tour de France. Tadej Pogačar remporte le Tour des Flandres. 3 sur 5. Là, il vient de se passer quelque chose. Et il n'a pas seulement remporté le Tour des Flandres, il l'a maîtrisé, il l'a dominé. Il a repoussé tous les spécialistes de ses courses techniques d'un jour. Et la manière dont je le vis, moi, à ce moment-là, je suis un peu pétrifié et totalement dépassé. Ils étaient 2 vainqueurs du Tour de France à avoir remporté les Flandres. Des légendes, Louison Bobet et Eddy Merckx.
et donc ils sont maintenant 3. Si les monuments étaient aussi mythiques, c'est justement parce qu'ils parvenaient presque toujours à résister à ces champions. Mais là, un premier rempart vient de céder, et il ne reste plus que 2 monuments. Et Van Der Poel le sait, ce n'est pas juste un accident. Sur les classiques, il y a plus fort que Van Aert, mais surtout, dès que ça monte, même avec des pavés, il y a plus fort que lui. On sort des monuments 1 minute, car cette course est importante pour notre histoire. On est 5 mois après les Flandres, à Glasgow en Écosse, pour les championnats du monde. 271 km de route détrempée, un circuit urbain fait de virages incessants, d'asphalte mouillé, de relances sèches. Et là-dedans, il est un peu de retour à la maison, pour la revanche. And here comes the attack of Mathieu Van Der Poel. Big acceleration. Van Der Poel with a rocket attack. La défaite semble lui avoir fait gagner en maturité, et il a appris à dégainer au bon moment. Un doux mélange de force et de finesse. Regardez, quand Van Der Poel attaque sur un vélo, c'est beau. Et c'est efficace. Straight up here, full gas effort, over the top, recovered, gets to the next pot, full gas again. This is what he does in cyclocross. This is what he does every day in the winter. He knows his effort, he knows how to judge it, and there's not many people better in the world than this. Mais il est toujours à la limite. Oh, no. And that could be that. That could be that. Get back to your feet, and this could be even more drama. He's back on his bike, he's pedaling, he's conserved a bit of his advantage. It is a scary who's going to survive. These guys don't know that's happened. Mathieu Van Der Poel today becomes a legend, a different parkour. It's a unique athlete, and Mathieu Van Der Poel is the world road race champion. Un titre mondial après la désillusion des Flandres. Sa conduite naturelle dans ces routes escarpées lui a permis de s'économiser pour lancer une attaque au bon moment, un peu façon cyclocross. Et c'est important, car c'est le moment où il reprend confiance, où il comprend que lorsqu'il est sur son terrain, il peut encore maîtriser la course. On s'est égaré des monuments 1 minute pour que vous compreniez que Pogačar n'a pas pris l'ascendant. Van Der Poel s'est pris une claque, mais Van Der Poel a répondu. Il a montré qu'il peut encore gagner face à lui, qu'il peut encore défendre les monuments. Et ça lui convient très bien. Souvent, il est questionné sur le fait de perdre des kilos pour tenter de briller dans la montagne et sur les grands tours comme tant d'autres. Mais non, il connaît ses forces, il sait ce qu'il veut, ces courses-là, ces routes-là, ces pavés-là, parce que c'est chez lui, et chez lui, il se sait le plus fort. Passons maintenant aux 2 derniers monuments. Vous le verrez très vite, c'est sur ces 2 courses que Van Der Poel domine le plus. Commençons par celui qui arrive le plus tôt dans la saison, Milan-San Remo. Et c'est peut-être le monument le plus indécis. 300 km de course. On part de la Lombardie pour rejoindre la côte italienne. Pas vraiment de difficulté jusqu'à la toute fin. On va se parler franchement, on s'ennuie ferme. Une bonne après-midi sur le canapé. En fait, les 270 premiers kilomètres ne servent qu'à fatiguer les têtes et les jambes, car tout se joue ensuite dans les 30 derniers. D'abord la Cipressa, une côte pas très longue, mais assez raide pour créer du mouvement et se jauger. Puis arrive le Poggio, la colline mythique de la fin de course à seulement une dizaine de kilomètres de l'arrivée. 3,7 km d'une montée pas très pentue, 4 km d'une descente extrêmement technique et dangereuse. Et c'est ce petit mur de quelques kilomètres qui est devenu au fil des années le juge ultime. Comprenez bien que cette course, rien ne sert de rouler avant. Il suffit d'attendre le Poggio. Puis de conclure au sprint avec autorité. Et tout ça, ça convient pas à Pogačar. La côte est intéressante pour son profil, mais elle est trop courte pour fatiguer les poursuivants et créer un vrai écart. Alors que pour Van Der Poel, c'est une aubaine. Il est assez fort pour lâcher les sprinteurs et la côte est assez courte pour qu'il puisse résister au profil de grimpeurs ou si jamais, les régler au sprint avec sa puissance. Et puis, San Remo, c'est aussi là où son grand-père Raymond Poulidor l'avait déjà emporté. C'était en 1961. Raymond Poulidor inaugura la sua carriera internazionale con una magnifica vittoria. Tra la sorpresa generale vince la Primavera Lombarda, la Milano-San Remo, che segna l'inizio di quello che lui definisce il periodo più bello della sua vita. Vous avez maintenant le topo. Et c'est à partir de 2023 que le Slovène décide de s'attaquer frontalement au monument. Alors il lit le mode d'emploi et tente de l'adapter. Pogačar attaque, Van Der Poel suit, et quand le Slovène a tout donné, le Néerlandais contre. And now it's Van Der Poel who makes his move. He's having one of those days. Wow. Sereinement, pour gagner en solitaire et imiter son grand-père. This is his race. 6.5 hours of racing. And Mathieu Van Der Poel is going to do exactly what his grandfather did in the 1960s. Mathieu Van Der Poel is a monuments man again. Mathieu Van Der Poel is a Milano-San Remo winner. 2004, pareil, jeu égal dans la montée. Puis Van Der Poel joue collectif pour aider cette fois son sprinter Jasper Philipsen à gagner. It's a crazy end of the race. It's Philipsen who has it. Jasper Philipsen wins Milano-San Remo. In the end, Van Der Poel was decisive. Sans forcément le vouloir, Van Der Poel a encore barré la route de Pogačar. 2 ans.
2 fois le même plan, 2 fois la même montée du Poggio, 2 fois la même conclusion. Pogačar est le meilleur coureur au monde, mais Sanremo s'en fiche. Et pour le Slovène, le constat est simple. Attaquer dans le Poggio, ça ne fonctionne pas. Donc il faut changer les règles. Alors quand vient 2025, UAE a préparé une petite surprise. Cipressa is our key climb tomorrow. I go from the bottom to this corner. Ah, et c'est Tim Wellens. En personne. Tim Wellens dès maintenant. Avec Mathieu Van Der Poel en deuxième position, ça s'écarte déjà pour certains. Cipressa full gas. Isaac pull out of this corner. 25 seconds full. On prépare l'attaque, c'est le dernier sprint de Narvaez. Ça fait péter Trentin derrière, ça casse encore. Mathieu Van Der Poel qui est là. Bon bah le record de la montée, on va le battre. Aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est parti pour Pogačar. Voilà. Le plan est simple, monter la Cipressa à un rythme délirant pour faire exploser la course. Et ça marche. Les sprinters lâchent 1 à 1, le peloton se désintègre. Pogačar pulvérise le record de l'ascension. 8 minutes 55 secondes, plus de 30 secondes de mieux que l'année précédente. Le mal est fait. Et en bas du Poggio, ils ne sont plus que 3. Pippo Ganna, le local, Tadej Pogačar, le meilleur, et Mathieu Van Der Poel, le spécialiste. Il va attaquer. Poggi va attaquer, il s'est mis derrière, il attaque tout de suite. Au pied du Poggio, attaque de Tadej Pogačar. Et la relance de Tadej Pogačar tout de suite. Et cette fois, Mathieu Van Der Poel est à une roue. Mais un homme semble encore capable de tenir. Encore et toujours le même. Mathieu Van Der Poel. Il n'arrivera pas à le lâcher. En tout cas, Pogačar ne parviendra pas à lâcher Van Der Poel. Et le compte de Mathieu Van Der Poel. Et là, il y a un écart. Et c'est le seul qui ose attaquer Pogačar, Mathieu Van Der Poel. Il va rentrer. Il va rentrer le champion du monde. Il revient sur Mathieu Van Der Poel. Cette fois, les deux champions s'attaquent l'un l'autre, coup pour coup, et passent ensemble au sommet. Le virage, c'est la fin du Poggio. Mais en bas de la descente, vous commencez à comprendre. Tout le monde commence à se regarder. Pippo Ganna qui va rentrer juste après la flamme. 800 mètres et Ganna qui rentre. Pour Pogačar, c'est une chance sur 3. Mathieu Van Der Poel qui va. Filippo Ganna qui fait l'effort et qui va emmener Tadej Pogačar. C'est loin pour Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la ligne? Il prend un vélo, il prend 2 vélos. Filippo Ganna qui fait l'effort. Tadej Pogačar qui reste bloqué derrière l'Italien. Et Mathieu Van Der Poel qui décroche Milan-San Remo pour la 2e fois de sa carrière. Et Tadej Pogačar, comme l'année dernière, va terminer 3e. Mais même après avoir fatigué les jambes, il n'est toujours pas le plus rapide au sprint. Van Der Poel est chirurgical, 2e victoire sur le monument. Pogačar a fait la course parfaite, c'est pas moi qui le dis, c'est Van Der Poel. Mais on en avait déjà parlé, pour gagner un monument, c'est pas assez. Les Milan-San Remo sont de plus en plus palpitants chaque année. Mais pourtant le résultat est toujours le même. Et une question se pose alors, Van Der Poel laissera-t-il un jour Tadej Pogačar remporter San Remo? Pour nous, la question restera sans réponse, pour l'instant. Car en attendant l'année suivante, tout le monde a déjà le regard tourné vers un autre monument. Un monument que Pogačar n'a pas encore remporté, tout simplement car il ne l'a jamais tenté. Trop dangereux. Oui, trop dangereux, trop risqué, avant l'été et la saison des grands tours. Parce que Paris-Roubaix, c'est littéralement l'enfer du Nord. Topo rapide. Vous prenez le Tour des Flandres, vous aplatissez tout ça en enlevant les monts, vous détériorez un peu les pavés, voire beaucoup, pour les rendre coupants, cassant, irrégulier et très imprévisible, et vous obtenez une course dont beaucoup rêvent, mais aussi dont beaucoup cauchemardent. Certains la considèrent comme la reine des classiques, mais tout le monde s'accorde donc à l'appeler l'enfer du Nord. 258 km pour traverser le nord de la France et son histoire minière, ouvrière, populaire. Les passionnés posent leurs caravanes le long des pavés. Ils s'installent dans les villages, dans les champs, sur les bordures de bois. On se croirait dans un théâtre hors du champ, où chaque secteur pavé devient une scène et chaque spectateur un témoin de cette légende. Ici, la difficulté ne réside pas dans les bosses, les monts ou les montagnes. C'est simple, il n'y en a pas. Ici, la difficulté réside dans les pavés. 30 secteurs classés entre 1 et 5 étoiles. À 5 étoiles, c'est une horreur. Le pavé est disjoint, glissant, coupant. L'herbe pousse entre les pierres et les trous sont communs. Et il n'y a souvent qu'une seule ligne possible. Le plus célèbre s'appelle la Trouée d'Arambert. It's one of the legendary sectors of world cycling. Unpredictable test of legs, head and heart. It's time for the trench. It's Arenberg, 2.3 kilometers. Et le plus décisif, c'est le carrefour de l'Arbre, à 17 km de l'arrivée. And now really, they are in hell. Le dernier juge de paix pour des coureurs épuisés. The roughest cobbles you're likely to find, and they're fighting for the win. Et puis, au bout de l'enfer, la petite sucrerie, la ligne d'arrivée dans le vélodrome de Roubaix. 1 tour et demi de piste lisse pour couronner un roi. Vous comprenez maintenant qu'on ne va pas au hasard sur Paris-Roubaix. Alors toute sa carrière,
Pogačar l'a évité. Comme je vous ai dit, trop dangereux, trop risqué avant l'été et la saison des grands tours. Son objectif prioritaire, mais aussi celui de ses sponsors et de son équipe. Et pendant ce temps-là, un homme en a décidé de faire son territoire. Oh là là, quelle belle trajectoire. Ça, quand Faut on pas dit que c'est le laisser meilleur les pilote du choses. peloton, quand on voit ça, franchement, ça c'est incroyable. Regardez-moi cette trajectoire. Lui semble voler sur les pavés. Sa technique héritée du cyclocross lui permet de les passer avec une facilité impressionnante. Il pose son vélo à la perfection et semble esquiver tous les pièges. C'est passé Mais limite. ça c'est du Van Der Poel tout craché. Hein. Ici, il a d'abord dégoûté Van Aert, victime d'une crevaison. Et c'est le duel, c'est le duel. Ah Mathieu ouais. Van Der Poel va-t-il être en mesure de rentrer? Quel match, quel match. Oh là, ça veut dire quoi ça Van Aert problème ou quoi? Van Aert est en train de sauter. Aïe aïe aïe. Non, il peut pas Van Aert. Oh là, il peut pas, il a un problème. Ah oui, Ah il a non, crevé. il a crevaison. Aïe 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 aïe, mais Ah c'est oui, non, pas c'est possible. fini. Ah non, c'est fini. Et voilà, Mathieu Van Der Poel remporte l'édition 2023 de Paris-Roubaix en solitaire. Puis s'est envolé en solitaire en 2024. Exproprié du Tour des Flandres, il a trouvé là un nouveau refuge empierré dans le nord de la France. Alors ici, tout le monde en est convaincu. Pour toutes ces raisons, Pogačar n'est pas prêt pour s'aventurer en enfer. Sauf que c'est mal le connaître. Début 2025, la rumeur enfle et le doute commence à planer. Le Slovène est aperçu plusieurs fois par des fans sur les pavés du Nord. Puis le 10 février, il poste sur son compte Instagram une vidéo de reconnaissance dans la mythique trouée d'Arambert avec son partenaire Tim Wellens. Certains pensent que c'est un simple clin d'œil à une course mythique. Sauf que le 26 mars, après plusieurs semaines de suspense, ce que tout le monde pressentait est confirmé d'un communiqué par UAE, Tadej Pogačar prendra bien le départ de Paris-Roubaix. Et vous vous rendez peut-être pas compte de l'événement. Les vainqueurs de Grand Tour qui se présentent à Paris-Roubaix et pour le remporter, ça n'arrive plus. Le dernier vainqueur du Tour à gagner Paris-Roubaix, c'est Bernard Hinault en 1981. La course devient alors le duel le plus attendu du printemps. Van Der Poel contre Pogačar. Et pourquoi pas Van Aert. Tout le monde doute un petit peu des capacités du Slovène. Sa puissance lui permet d'être immédiatement rangé au rang d'outsider, mais le favori n'est clairement pas lui. Mais quand même, 10 jours avant le départ, une sortie de Pogačar va venir pimenter le duel. Le Slovène publie sur Strava les données d'une reconnaissance gigantesque, 213 km de sortie, presque tous les secteurs pavés du parcours, et surtout, plusieurs records sur des segments mythiques. Et là, un premier doute se lève alors. Pogačar s'est bien roulé sur les pavés, même les plus abîmés. Mais une interrogation reste, a-t-il assez d'expérience pour gérer la nervosité de la course? C'est le jour J. Après une semaine de grand soleil sur les pavés du Nord, où la poussière collait au visage des coureurs sur les reconnaissances, la météo dans la nuit qui précède change brusquement l'atmosphère de la course. Une pluie discrète mais persistante tombe sur le nord de la France et mouille les secteurs pavés. Au petit matin, quand les coureurs arrivent au départ, ils sont encore humides et glissants par endroits. Suffisant en tout cas pour rendre les trajectoires plus délicates et rappeler à tous que dans l'enfer du Nord, la moindre erreur peut tout faire basculer. Au fil des kilomètres, comme d'habitude sur la course, la tension monte. Chaque secteur pavé devient une bataille pour rester placé, pour éviter les pièges, pour ne pas perdre une seconde. Puis inévitablement, les deux géants se retrouvent ensemble. Ils se surveillent, accélèrent tour à tour, jusqu'à un virage à 40 km de l'arrivée. Oh, il a raté son virage. Et chute de Pogačar. Chute de Pogačar. Voilà. Pas très grave, ça va aller. Aïe aïe aïe. Oh, le vélo est bloqué, il n'y a pas de vélo. Un virage serré à droite, sur des pavés encore légèrement humides par endroits. Ça glisse, décroche brusquement, et le Slovène chute. Et ça fait partie du jeu, il n'a pas crevé, il a fait une erreur technique. En cyclisme, certaines chutes font mal au corps. Celle-là fait mal à la tête, car voir partir seul Van Der Poel sur ses pavés à 40 km de l'arrivée, tu sais. Et comme prévu, la cadence du Néerlandais est impressionnante. Les secteurs défilent, l'écart se stabilise autour de la minute. Et lorsqu'il entre dans le vélodrome de Roubaix, la victoire ne fait plus aucun doute. C'est la 3e victoire consécutive, une épreuve créée en 1896. Il est le 3e homme à gagner 3 fois de suite. Le dernier rempart est encore bien gardé. Donc l'essentiel est protégé, ça rassure un petit peu, mais la marge se réduit. Avec pourtant un Van Der Poel à son meilleur niveau. Et quelque part, c'est ça qui est fascinant chez cet homme. Il sent forcément qu'il est en train de perdre petit à petit la guerre, mais il refuse de perdre ses batailles. Puis les mois passent. La saison des classiques laisse place à celle des grands tours. Pogačar remporte encore le Tour de France, facilement. Et même lui semble de l'extérieur un peu blasé,
comme si la montagne ne l'excitait plus autant qu'avant, comme si la vraie saison, pour lui, avait commencé en mars et se terminait en avril. Le Tour, c'est pour le prestige, pour l'exposition, pour les sponsors. Mais lui, on sent qu'il veut autre chose. Dans la dernière semaine, on le sent au-dessus du lot, mais sans aucune volonté de faire la différence en montagne ou de gagner des étapes. Non, la seule étape qui semble vraiment le motiver, c'est la dernière, sous forme de classique, avec ses passages dans les pavés pentus de Montmartre. À ce moment-là, Van Der Poel n'est plus là, il a abandonné. Et à la place, et quand Van Der Poel n'est plus là, il y a Van Aert. Allez, voilà, mais il attaque. Et attaque de Van Aert. Compte de Van Aert. Attaque de Van Aert. Oh, et c'est la première fois que je vois sur ce genre de parcours Pogacar qui doit laisser partir quelqu'un. C'est le premier coureur qui a lâché Pogacar sur tout le Tour de France depuis 2 ans. Ouais, tu es merveilleux, tu es un exemple véritablement de courage et de force. Wout van Aert s'impose en solitaire sur les Champs-Élysées. Wout van Aert, celui que tout le monde avait un peu oublié. Ce jour-là, dans les rues de Paris, il est le seul à tenir la roue de Pogacar, le seul à le battre à la pédale. Parce qu'il avait plu, parce que c'était sur des pavés. Alors quand vient la saison 2026, tout le monde dans le peloton le sait. L'objectif de l'année, ce sont ces 2 derniers monuments qu'il n'a pas encore gagnés. Alors tout l'hiver, Pogacar monte et descend le Poggio pour préparer la Primavera. Des motos de son équipe l'accompagnent pour le protéger des automobilistes italiens. Et un ancien coureur pro local, Nicolo Bonifacio, le prend sous son aile pour l'aider à maîtriser chaque parcelle d'asphalte. How many times have you ridden Cipressa and Poggio in training in the last weeks, and how much is it important for you to have done it tomorrow in the race? I done a few times, yeah, and I did some trainings now before coming here around Sanremo. In the winter, I can go a lot of times to Cipressa, Poggio, so I know pretty well, but there's still many things to uncover. Sanremo n'est pas loin de Monaco où il vit. Mais y revenir chaque année pour s'entraîner est devenu un supplice. Sanremo le ronge, la course est devenue une obsession, car c'est la seule où il revient chaque année avec le même résultat, une défaite. Alors lorsqu'elle démarre enfin, toutes les équipes le savent. Pas besoin de stratégie. UAE fera la course, Pogacar attaquera, et à ce moment-là il faudra suivre. Mais à 32 km de l'arrivée, Pogacar chute. Van Der Poel aussi. Les deux se relèvent, mais la course bascule dans le chaos. Pogacar se fait ramener dans la Cipressa, remonte le peloton, et bat même le record de vitesse de l'ascension. En bas du Poggio, il ne reste déjà plus que 3 candidats au titre. Et comme d'habitude, c'est ici que Tadej Pogacar décide d'attaquer. Il part seul. Oh, Mathieu Van Der Poel qui peut pas suivre. Est-ce que Van Der Poel est en train d'abdiquer? 5 ans. 5 ans que Van Der Poel tient, que Van Der Poel répond, que Van Der Poel gagne ou lui barre la route. Et là, dans le Poggio, pour la première fois, il ne répond plus. Mais il reste encore un miraculé. Le Britannique, Tom Pidcock. Regard figé sur le dérailleur du Slovène, et au bout de la rupture, il a quand même tenu. Ce sera une arrivée au sprint, une chance sur 2. Les meilleures chances de toute sa carrière. Pogacar opens up his sprint. Pidcock still in the shadow of Pogacar. Pogacar trying to win the impossible race. Le retour de Tom Pidcock. Pogacar ou Pidcock. C'est pour le champion du monde ou pour le Britannique. Il se regarde. Et le champion du monde qui serre le poing. Il court après depuis tant d'années. Tadej Pogacar remporte la Primavera au terme d'une journée folle. Depuis 4 ans, Pogacar repousse ce que tout le monde pensait impossible. Gagner sur 3 semaines comme sur un jour, dans les montagnes et les plaines, au sprint et en solitaire, sur l'asphalte et sur les pavés. Et maintenant, tout le monde semble résigné. C'est vrai que dans le Poggio, on vous a vu décrocher, c'est suite à la chute. Ouais, mais je pense que Tadej, il a aussi chuté, il était vraiment fort. Je sais pas, là je sentais que j'ai déjà rapidement que je devais faire mon propre tempo. Merci. 4 sur 5. Il ne reste que Paris-Roubaix. Van Der Poel est bien là, hein. Et dans son ombre, comme d'habitude, Van Aert aussi. Van Der Poel l'avait repoussé il y a 1 an au même endroit. Van Aert l'avait battu à Paris dans les pavés. Mais même chez eux, ils ne sont même plus favoris. Et surtout après la démonstration dans le Poggio et son sprint autoritaire, il semble condamné. Tout semble réuni pour offrir aux Slovènes son dernier monument. Mais une chose à garder en tête, c'est que Paris-Roubaix restera toujours imprévisible.
Dites-vous, crevaison pour Pogacar. Attention, 120 km. Crevaison pour Pogacar. Qu'est-ce qu'il fait Van Der Poel? Crevaison Van Der Poel qui va être dépassé par Jasper Philipsen. Il va repartir avec le vélo de son sprinter. Ah, puis mettre les cales quand vous êtes Vermeersch maintenant. Chute de Ça va Vermeersch. pas avec le vélo de Jasper Philipsen. C'était le gros saut. Il lui change sa roue avant. Oh, il a un problème, Van Der Poel. Ça va pas du tout pour Van Der Crevaison. Crevé de nouveau, Van Der Poel. Oh, crevaison, crevaison. Tadej Pogacar qui crève pour la deuxième fois. Crevaison pour Van Aert. Il n'y a pas la voiture, c'est la porte qui va lui donner le vélo. Mais non, il est devant la porte. Il peut pas le savoir. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. On a semé des clous. Paris-Roubaix a tranché. Ce ne sera pas Van Der Poel, crevé au pire des endroits, en plein milieu du secteur pavé 5 étoiles. À la pédale, il ne reste que 2 hommes. Le champion du monde, et le seul donc qui l'avait battu l'année précédente, déjà sur des pavés. Only Pogacar and you, Wout. Pogacar on the cobbles, he was for sure not better than you. Come on, you're flying today, Wout. Come on. Pogacar semble plus fort, mais Van Aert suit. On sent que le Slovène n'est pas loin de faire la différence, mais il part à la faute. Il arrive vite. La frayeur pour Tadej Pogacar. Il est fou. Regardez, il va carrément. Ah oui, il le joue à la cyclocross-mètre. Vous avez vu comment il a coupé? On a du tout grand Wout van Aert. La décision ne se fera pas dans les pavés. Hein. Il faudra attendre le vélodrome. Today you write history, Wout. Come on. Le meilleur coureur du monde et le coureur peut-être le plus malchanceux de ces dernières années. Le dernier tour, la cloche, quel stress! Pour aller chercher la gloire suprême. Remporter le dernier monument qui lui manque à son immense palmarès. Incroyable finale! Et voilà ce qui passe! Il le lance de loin! Il lance le sprint de loin! C'est comme ça que tu dois le faire, mon petit! C'est comme ça! On va la recruter! Il a fait le sprint parfait! Et on va là! Oui! On va là! Quel Paris-Roubaix! C'est 100 fois! C'est 1000 fois! C'est 11 millions de fois! Toujours terrassé. Par Van Der Poel, par Pogacar, par la malchance. Dans les monuments flandriens, il n'avait encore jamais gagné, et beaucoup de Belges le lui reprochaient. Mais l'anomalie est désormais corrigée. Et le premier sentiment qui me vient, comme à toute la planète vélo, c'est la joie. Après tant de malchance et d'échecs, le coureur du peuple l'a emporté. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui ressemble à du soulagement. Parce que Paris-Roubaix résiste. Van Der Poel a construit sa légende sur ses routes. Et au moment où il a craqué, c'est son vieux rival qui a pris le relais. Visiblement, les monuments avaient décidé de se défendre. Pas avec leur champion cette fois, mais avec celui qui avait presque toujours perdu, celui qui avait attendu. Et qui, ce jour-là, sur les pavés de Roubaix, est devenu exactement ce que les monuments créent depuis plus d'1 siècle. Des héros inattendus.